Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour la conférence Corporate et Private Equity, le binôme gagnant. Je vais commencer par introduire le sujet par un chiffre qui a été donné par le nouveau président de France Invest, Bernard Rambaud, et qui a noté sur sa feuille de route que dans 5 ans, il espère que les fonds qui investissent dans les entreprises augmentent de 50% le nombre d'entreprises dans lesquelles ils investissent pour atteindre un total de 12 000 entreprises. Pour rappel, le capital investissement a totalement changé de visage en 10 ans. En fait, on est passé de 10 milliards à 50 milliards d'euros collectés. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est donc forcément la question de la création de la valeur ajoutée du private equity pour les entreprises, mais on va essayer d'aller au-delà en s'interrogeant sur les opportunités et sur les défis que ce binôme représente et sur les évolutions en fait qui sont traversées, que connaît ce binôme. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Besançon, qui est Global Head of M&A de BND Hotel, Aurélien Bétas-Régalin, qui est Group Head of M&A du groupe Cégide, Benoît Poulain, directeur financier du groupe Fondamental, et Emilio Zito, Group Head of M&A Invest de EDF Invest. Voilà. Donc je vais me tourner en premier lieu vers Aurélien. Est-ce que, donc, en termes justement de création de valeur et de gouvernance, quel est l'intérêt en fait pour un corporate de fonctionner en binôme avec un fonds? Alors, on m'entend, oui, c'est bon. Parfait. Je pense que, merci Céline pour cette question, et je pense qu'on pourrait aussi la reformuler, c'est de se dire quel est l'intérêt pour le fonds et le corporate, parce qu'on parle de binôme gagnant, donc l'idée c'est d'avoir un deal win-win, d'une part entre les financiers et le corporate, et c'est un peu allier le meilleur des deux mondes. Les objectifs financiers de court moyen terme pour le monde du PI, on sait que les PI réfléchissent plutôt à 4-5 ans en moyenne, et du côté du corporate, les PI passent, mais les entreprises restent, et nous on se doit de réfléchir à plus long terme, donc moyen long terme. Et on voit vraiment, moi je dégage 2 axes de création de valeur, le premier des premiers très financiers et un second plus stratégique. Sur les piliers financiers de la création de valeur, bon, je ne vais pas faire un cours là de CapDev ou de LBO, mais parce que je pense que tout le monde est à propos là, sur ce sujet. Mais on a 3 sous-jacents, 3 drivers clés, qui est bien sûr les effets multiples. Nous, bien sûr, en tant que corporate, on vise à racheter des sociétés à des multiples plus faibles que ceux auxquels on trade nous-mêmes. Et ça a un impact très vertueux dès le closing, parce qu'on va créer de la valeur au jour de l'acquisition. Ensuite, il y a un effet aussi endettement. On sait que c'est un pilier de la création de valeur dans les contextes LBO. C'est plus simple, et là on parle de win-win, c'est plus simple pour nous, corporate, d'aller lever des fonds sur le marché quand au capital, alors je prêche pour ma paroisse, mais nous avons Silver Lake KKR. Quand vous êtes backé par KKR Silver Lake et que vous allez faire le tour de la place financière pour lever de la dette, ça facilite, quand bien même la qualité de vos métriques financières. Et enfin, j'en vois un autre qui, lui, se rapproche quasiment de la stratégie, qui est l'effet croissance. Et en tant que corporate, on est aussi là pour valoriser des synergies. Et c'est une grosse différence par rapport à un fonds en standalone. C'est que nous, on est capable de valoriser des synergies. Alors, dans mon contexte, Cégide, on valorise surtout des synergies de croissance, des synergies de top line, de cross-sell ou de go-to-market. Dans d'autres contextes, on peut aussi valoriser des synergies de coûts. Et ce qui me fait parler du second axe, qui est l'axe stratégique, et ça, cet élément stratégique du cross-sell et de la synergie, un fonds en standalone, il aura un peu plus de mal, parce qu'il n'a pas la base sur laquelle il peut cross-seller. Et donc, les 2 paramètres, l'effet multiple. Nous, voilà, je prends un exemple, vous avez une société qui trade à 15 fois l'EBITDA, un fonds dans une stratégie de build-up va pouvoir acheter l'actif à 12 fois, il va créer 3 tours de multiples au jour de l'acquisition. Et peut-être que ce même fonds, sur une stratégie standalone, il n'aurait jamais mis 12 fois l'EBITDA. Pourquoi? Parce que l'actif trop petit, parce que trop risqué du coup. Et avec nous, dans une stratégie de build-up, il est capable d'y aller à 12 fois parce qu'il y a cet aspect très rassurant qu'on crée de la valeur le jour du closing. Et aussi les synergies qu'on peut développer au fur et à mesure du plan. Donc ça, c'est un point important sur l'aspect stratégique. Il y en a un autre qui est aussi lié à l'equity story qu'on va construire, et je pense que c'est hyper important, et c'est aussi très valorisé sur nos marchés. Une société qui a une super croissance, qui a un super taux d'EBITDA, c'est bien. Mais une société qui a un super taux de croissance et un super taux d'EBITDA, c'est encore mieux quand elle sait faire du M&A. Et il y a un vrai premium sur le marché pour les sociétés qui savent consolider leur marché. Pourquoi? Parce que ça ouvre les possibles. Ça ouvre les possibles. On sait tous que voilà, les phases d'hypercroissance, alors nous, on a la chance d'être dans le secteur de la tech et du logiciel.
on est porté par des croissances qui sont naturellement fortes, mais elles ont tendance aussi à se tarir sur nos marchés matures. C'est asymptotique, hein, la croissance des sociétés. Et en fait, le faire du M&A, ça permet d'aller chercher des relais de croissance à l'international. Là, on parle d'expansion de nos marchés adressables. Il y a un autre levier pour ouvrir son marché adressable en tant que corporate, c'est également la diversification métier, ce qu'on peut faire aussi chez Cegid. Et enfin, il y a un autre axe aussi stratégique qui est simplement aller chercher les parts de marché et, entre guillemets, tuer des concurrents. Voilà, qui a une forte valeur et qu'on est capable de faire dans des stratégies de build-up. Et pour répondre à ta question, j'aimerais la compléter parce qu'il y a un autre axe très important sur ce binôme gagnant-gagnant, je pense, qui est l'apport d'un fonds en termes de process et de gouvernance. Et nous, chez Cegid, on l'a vraiment ressenti. Au début, on faisait du M&A déjà assez opportuniste, qui était créateur de valeur à court terme, effets multiples, etc. Je ne reviens pas sur tout ce que je viens de dire, mais et on a construit un plan, parce qu'avoir un actionnaire financier, ça suppose de construire un plan moyen long terme. Et maintenant, on fait plus de deals opportunistes, hein, on fait des deals stratégiques. Et en fait, avoir un fonds en termes de rigueur dans la gouvernance au capital, ça vous permet de suivre aussi une roadmap stratégique et d'avoir entre guillemets un garde-fou. Parce qu'on a vite tendance, déjà qu'on est la tête dans le guidon et qu'on est un corporate, à faire des deals un peu coup de cœur. Et alors surtout dans des contextes patrimoniaux où l'actionnaire majoritaire est le fondateur ou le fils des fondateurs. Vous allez être parfois dans des situations où il y a une société qui lui plaît aux États-Unis, et il a envie d'aller aux États-Unis, allez, je vais aux États-Unis. Et en fait, le BP, il n'est pas si robuste que ça. Et nous, voilà, quand vous avez KKR, Silverlake au capital, on ne se permet pas de faire ces choses-là parce qu'on a des garde-fous, parce qu'on a créé des instances de gouvernance, on a des comités d'investissement. Comme alors moi je viens de la culture private equity, avant j'étais un fonds, mais j'ai essayé de répliquer la même chose que ce qu'on avait en fonds d'investissement dans Cegid, c'est-à-dire on a des comités internes, ensuite on a des comités, des préparations de comités d'investissement avec les équipes d'investissement KKR, Silverlake, etc. Et ensuite on passe en board et on soutient le dossier, on prend des sponsors opérationnels, etc. Donc voilà, ça sont les axes majeurs. Et je pense que j'ai fait la transition sur la question suivante qui est aussi importante, c'est aussi de voir le fonds. Et si vous avez bien choisi le fonds qui vous accompagne, normalement le fonds, il vous apporte de la valeur et c'est un vrai sparring partner. Il vous apporte des réflexions supplémentaires, il nourrit vos réflexions. Et ça c'est un vrai plus, d'où l'importance de bien choisir son partenaire et son fonds. On a l'habitude de dire que on se marie pour une durée déterminée quand on s'engage avec un fonds, et c'est un peu vrai. Merci. Du coup, Benoît Poulain, je me tourne vers vous. Donc, bonne transition sur le sujet de sparring partner. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, merci. C'est ça. C'est une bonne illustration. Alors moi, ce que tu viens de dire en fait me parle beaucoup parce que j'ai connu. J'ai eu la chance, hein, je le dis, de faire le métier qui est le tien dans une autre société et d'avoir travaillé pendant 5 ans aux acquisitions d'une société qui était sous capital private equity, à savoir CVC et puis KKR, actionnaire commun. Et puis maintenant que je ne le suis plus, sous actionnariat private equity, parce que j'ai été appelé à d'autres fonctions dans un groupe familial, avec un peu de recul, on mesure tous les bénéfices quand même et la richesse du binôme private equity corporate, alors que spontanément, ce sont quand même en général deux logiques. Une logique dans l'esprit collectif assez financière et très financière, très investisseur côté private equity, beaucoup plus opérationnel et industriel normalement chez le corporate, même s'il y a des mécanismes d'alignement d'intérêts pour que tout ça fonctionne, et je pense par exemple au management package, ce sont quand même deux logiques assez différentes. Et ce que tu as dit tout à l'heure sur le meilleur des deux mondes me parle beaucoup. Moi, si je retiens de mon expérience quelques éléments un peu spots, je parlerai d'abord de catalyseur de transformation. C'est-à-dire que la pression financière qui est induite par l'arrivée d'un fonds au capital, génère de manière assez forte de grosses mutations et transformations opérationnelles. Dans un secteur que je connais, qui est par exemple celui du secteur de la santé, ce n'est pas un hasard si le profond développement de l'activité ambulatoire entre la période 2007 et on va dire 2015-2020 est tout à fait contemporain
avec l'arrivée au capital de fonds de manière assez massive. Donc derrière, ça s'est traduit par d'énormes progrès sur un plan médical. Il y a encore quelques temps, vous passiez peut-être 2 jours à l'hôpital pour une cataracte. Aujourd'hui, c'est 2 heures. Mais l'initiative ou l'impulsion première, c'est aussi et largement la recherche de gains d'efficience impulsée par notamment, c'est pas la seule raison, mais c'en est une, la logique un peu plus financière posée par l'arrivée des acteurs de private equity dans le secteur. Le deuxième chose assez fort, enfin le deuxième point assez fort que j'ai vu, c'est la notion de partage de compétences. Quand vous êtes vous êtes opérationnel dans une boîte sous private equity, vous êtes littéralement happé par le quotidien. Enfin, surtout aux acquisitions, on fait que ça, on est dans l'exécution. Donc la prise de recul est assez limitée. Et si on joue correctement et bien avec ce partenariat, le private equity, le fonds, joue un rôle essentiel en termes de veille concurrentielle. Qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En termes de sur tout ce qui est réglementaire, où le fonds a en général le réseau qui permettent de mettre dans le radar des opérations un certain nombre de sujets que lui ne peut pas voir ou plus difficilement voir lorsqu'il est happé par son quotidien. Tout un certain nombre de thématiques qui sont aujourd'hui essentielles, comme par exemple tout ce qui est ESG, RSE, le digital, l'IT, qui demandent là encore une forme de prise de recul très importante. Et l'apport du fonds là-dessus est essentiel, surtout lorsque certains fonds, et c'est le cas de KKR par exemple, ou CVC, a de multiples participations et a à cœur d'organiser des partages d'expériences, par exemple, entre les différents DAF des participations ou les directeurs M&A. Ça peut arriver peut-être de partager tes expériences avec d'autres directeurs M&A pour réfléchir sur un certain nombre de problématiques. Et ça, c'est en général largement permis par le fonds. La dernière idée, on va dire, qui est une petite idée marquante du partenariat pour illustrer la richesse de ce partenariat, c'est la formalisation d'un cadre stratégique et l'apport, on va dire, d'une structuration. Je m'explique. Les entrepreneurs, surtout dans la santé, c'est 1000 idées à la minute. Des idées dans tous les sens, on part à gauche, on part à droite, ça part vraiment absolument dans tous les sens et même quand vous arrivez à une phase plutôt mature de votre développement, et c'est très bien, c'est super, mais tout le monde sait que le temps de l'idée n'est pas forcément le temps de l'exécution et que pris par l'euphorie, on va dire, des sujets et des projets, une forme de rationalisation est parfois nécessaire. Et là-dessus, le fonds a un rôle à jouer énorme, surtout quand il est très acculturé au domaine, au secteur, pour poser des questions assez simples. Quand, comment, pourquoi, où on va, dans quel délai, avec qui. Enfin, c'est des questions absolument basiques qui génèrent énormément d'efficience. Quand vous avez un cadre stratégique qui est posé, défini, clair, pour filtrer les opportunités M&A, pour prendre un exemple qui est le tien, c'est pas du tout la même chose. Et là-dessus, c'est le rôle du private equity de jouer ce fameux rôle de sparring partner. Voilà quelques idées. Donc vous avez bien illustré avec le secteur de la santé. On a la chance d'avoir Emilio Zito qui chez EDF, donc qui va pouvoir parler du secteur de l'énergie, qui a une histoire particulière avec pour ce binôme corporate et private equity. Oui, bien sûr. Hein, merci. Oui, donc l'énergie, le secteur dans lequel EDF participe. Hein, donc l'énergie en sens un peu large, hein, l'énergie sens renouvelable, donc génération d'électricité. Et l'énergie, ça veut dire aussi l'infracore pur, hein, les réseaux de distribution d'électricité et de gaz, le réseau de transport d'électricité et de gaz, donc purement régulé. Donc on passe vraiment d'une classe d'actifs un peu merchant, donc un peu pour le private equity plutôt, à des classes d'actifs plutôt core plus, donc infra classique. C'est qu'on a pu voir
concernant le binôme private equity ou infrastructure versus corporate comme nous, c'est vraiment une évolution du partenariat. Je partirai du partenariat pour arriver après au nouveau rôle qu'on voit jouer par les investisseurs financiers. Comme ça, je capture le pays et l'infra en parlant d'investisseurs financiers. On commence il y a 12 ans, peut-être 10-12 ans, le pension fund, l'insureur, donc des passifs surtout des investisseurs passifs financiers qui commencent à se marier avec des corporates comme nous pour aider le développement, enfin plutôt in fine le développement, mais pour aider la utility, l'energy company à continuer à faire leur investissement. Donc, dans le renouvelable par exemple, plutôt que dans les réseaux d'électricité, t'étais pas obligé, enfin à un certain moment on a pensé, on n'était plus obligé d'avoir 100% du capital une fois l'asset en opération. Donc, une fois les risques associés au développement et à la construction passés. Donc, on allait voir les fonds qui commençaient à se constituer dans notre secteur. Donc, encore une fois, probablement autour de 2010, on a commencé à voir ça fortement, au UK surtout, aux US, à Australie. C'était les 3 marchés qui, après, ont fait que l'Europe suive bien tout de suite après. On a commencé à vendre donc à avoir ces gens-là comme des partenaires minoritaires dans nos assets. Minoritaires, passifs, encore une fois, surtout Core Plus. Ils cherchaient à l'époque des rendements plutôt faibles aux côtés de quelqu'un comme nous qui continuait à faire la maintenance et l'O&M de l'asset. Après, on a basculé doucement vers un modèle où les mêmes fonds, un peu plus agressifs, donc là on commence à voir les Macquarie, les KKR, les BlackRock, se dire, il y a un vrai, donc les asset managers plutôt, pas les directs, les investisseurs directs, de se dire, il y a un vrai business model, on commence à prendre, aux côtés des EDF, on apprend énormément, et donc pourquoi pas les soulager encore plus, devenir donc des partenaires majoritaires dans des assets, encore une fois, comme ce que j'ai cité, les plus simples, le renouvelable, le renouvelable contracté ou les réseaux. Et donc, leur permettre à la utility de déconsolider l'asset. Encore une fois, on fait en opération, bien sûr. Donc, j'achète au moins 51%, vous déconsolidez, tant pis pour les bidas, mais surtout vous déconsolidez la dette, et ça vous donne des ressources pour continuer à investir dans des nouveaux projets. Très bien, ça a marché jusqu'à très bien et ça continue, ça marche encore. Ce binôme infra déconsolidant ou pas consolidant pour nous. Mais aujourd'hui, depuis quelques temps, alors aujourd'hui ça change un peu parce que le contexte actuel est plus compliqué pour tout le monde, y compris pour les fonds. Les levées de fonds sont plus compliquées, etc. Dans 2023, je laisserai de côté pour une seconde. Mais jusqu'à l'année dernière ou avant la guerre, je dirais, parce que c'est ça qui a changé un peu la donne. On a vu ces mêmes fonds, déjà on a eu plus de fonds, plus de PI, plus de gérants infra venir nous voir. Donc vraiment, le nombre de ces gens-là s'élargir rapidement, avec énormément de liquidités. Ils ont accumulé énormément de liquidités. En commençant à nous dire, écoutez, nous on peut prendre plus de risques, on voit votre business ou certains de vos asset classes énergie comme des choses entre core plus, value add, donc on peut participer à la construction, par exemple, de certains de vos assets. Encore une fois, le renouvelable, c'est peut-être le plus simple, parce qu'on a vu surtout dans le secteur de la production, de la construction et de la production de actifs renouvelables, donc onshore, offshore wind et solaire. Et donc, ils ont commencé à intervenir, à faire des partenariats avec nous, minoritaires ou majoritaires, plutôt minoritaires dans ce cas-là, dans une phase du projet avant la mise en service. Donc en prenant des risques de construction avec nous. Plutôt minoritaires, la majorité de ces fonds-là.
Et ça a changé complètement parce que rentrer à la FID, on appelle, hein, donc au moment de la décision d'investissement, donc au moment où tu décides, toi, utility décide de mettre 1 milliard pour faire 1 gigawatt de renouvelables, et tu dois le trouver après le milliard. Donc ou tu l'as toi, ton equity ou ta dette corporate, ou sinon il faut des fonds qui t'aident. Et c'est là où le partenariat a commencé à devenir encore plus structurant parce que rentrer en phase des constructions et aujourd'hui même certains, un nombre très limité de fonds un peu plus private equity regardent même la possibilité de rentrer en phase de développement, donc même en prenant encore plus de risques, mais avec des TRI plus élevés, bien sûr. Ça a changé complètement la donne. Donc, le monde de l'énergie et le binôme infra ou PI versus corporate est devenu super fort, super serré. C'est un mariage. Après, je joins, enfin tout ce que ça a été dit, c'est qu'eux ils apportent aussi dans un point de vue de rigueur financière, discipline, gouvernance, vision de marché. Ils connaissent plus de monde, ils sont souvent sur plus de marchés, et donc ils t'apportent quelque chose en board. Ça a changé l'industrie. Aujourd'hui, j'ai fait un peu plus attention à dire tout ça parce qu'on est dans une phase un peu particulière, surtout pour les fonds, même pour les utilities, hein, parce que on a énormément de capex d'investissement à faire et les bilans sont finis pour tout le monde. Et les fonds ont un peu plus de mal à lever des fonds dédiés à la transition énergétique, surtout à cause du marché, de la situation macro qu'on vit et la volatilité des prix des commodités, pas seulement. Le prix de la dette, bien sûr, enfin le coût de la dette, bien sûr, c'est une autre variable qui rend notre secteur un petit peu fébrile. Mais le binôme reste quand même très fort. Et on arrive aujourd'hui, peut-être c'est la question d'après dont je m'arrête, on arrive même, ces mêmes partenaires, qu'on appelle encore partenaires, deviennent aujourd'hui et deviendront encore plus demain des compétiteurs. C'est la question d'après. Du coup, je vais me tourner vers Éric Besançon. D'un point de vue opérationnel, notamment dans le cadre d'un achat d'actifs en joint venture, est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet du coup, et expliquer comment vous envisagez ce binôme ? Oui, alors c'est un angle un petit peu différent qu'une relation en fait, entre un GP et une société de portefeuille. Je tenais à dire que je rejoignais un petit peu tout ce qui a été dit. Et en termes d'apport aussi, une chose qui est importante, c'est l'IPO readiness, puisque des fonds comme Goldman Sachs, pour laquelle on a la chance de travailler, améliore les structures de la société, les process. On en est au 5e LBO et on a encore des choses à apprendre. Donc c'est fantastique. Alors si on reprend en fait une situation où il y a un corporate et j'avais eu le plaisir d'avoir de conseiller Edenred avec mon camarade de l'ARFA, Peter Aboula, sur une grosse transaction. Et en fait, Edenred se posait la question de savoir s'il faisait une grosse acquisition tout seul ou avec un fonds. Et donc, on a été aux États-Unis rencontrer plusieurs fonds. Il y a des fonds américains qui savent très bien faire des joint ventures avec des corporates. Il y a KKR, il y a Blackstone. En France, on peut penser à PAI qui a fait une joint venture justement avec Peter Aboula chez Invivo. Et il y avait KKR qui a fait chez Invivo et puis PAI qui a fait avec plein de corporates. Donc en fait, ils ont un savoir-faire et une culture qui réussit à aligner les intérêts et c'est assez délicat en fait. Quand je prends en fait les choses sur lesquelles il fallait faire attention, il y avait à peu près une demi-douzaine de points qui sont complètement différents des points auxquels il faut faire attention sur un LBO. Et je vais vous donner 2 exemples. Donc un accord de joint venture comprend évidemment une gouvernance et la gouvernance fait qu'en fait un patron de division va devenir CEO de la joint venture et évidemment les fonds américains disent les incentives c'est très intéressant, enfin c'est très important et donc on contrôle la rémunération du CEO et donc si on signe un truc comme ça, en fait on oublie que la boîte est cotée, que le CEO est aussi manager et qu'il a le droit à stock options. Donc en fait il y a des processus et une culture qui existe et elle doit être compatible et avec un alignement d'intérêts. Il y avait un deuxième exemple qui m'avait frappé et qui rappelle qu'il faut penser de façon holistique avec les fonds quand on s'engage sur une joint venture, c'était le droit boursier.
parce qu'en fait, les fonds, ils avaient des reporting qui étaient quarterly, de temps en temps à leurs GPs. Donc, ils voulaient passer de l'information en real time sur un deal qui était important pour eux. Sauf qu'il y a des fenêtres de communication quand on est une société cotée. Et si le fonds ou les gens du fonds n'ont pas fait ça pour la première fois, il faut bien faire attention. Donc, on est tout à sa transaction. On veut absolument faire la transaction. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui prenne un petit peu de distance et qui voit que toutes les sphères qui peuvent interagir avec une joint venture, que ce soit la culture, que ce soit le droit boursier, le droit de la concurrence, maintenant et futur aussi, quel est le cost of opportunity en termes d'antitrust de faire une joint venture ou pas, et puis après décider ultimement en fonction du meilleur camarade de route qu'on trouve en joint venture, mais en général, un partenariat avec un fonds, c'est fantastique. Voilà. Donc, je me tourne un peu vers tous. Vous choisissez qui veut prendre le micro parce que c'est quand même intéressant d'évoquer les points de vigilance. Est-ce qu'il n'y a pas des réserves à avoir, notamment au moment de fin de cycle de l'investissement? Je ne sais pas qui est-ce qui souhaite prendre la parole sur ce sujet. J'attaque et je te passe le micro. Oui, il y a des points de vigilance. On ne va pas dire que tout est beau, tout est rose. Il y a toujours des points de vigilance et il y en a un notamment qu'on a relevé ensemble qui est les cycles d'investissement. Nous, on l'a vu, on n'investit pas dans les mêmes cibles aujourd'hui qu'il y a 4 ans. On va chercher des choses différentes. Pourquoi ? Parce que nos actionnaires ont aussi avancé dans leur cycle d'investissement. Le marché a changé. Quand on était très focus, il y a encore, avant la guerre en Ukraine, on était très focus sur la croissance parce que notre marché de la tech, il valorisait avant tout la croissance, il valorisait de l'ARR, du revenu récurrent. On est dans des business de SaaS, donc beaucoup de récurrence. Et j'ai envie de dire quasiment qu'importe l'EBITDA. Aujourd'hui, il y a eu un recentrage sur les marchés vers un peu moins de primes à la croissance et plus à la rentabilité, ce que je pense qui est très sain. Et c'est notre cas aussi. Rien que sur notre valo, nous, la part liée à la croissance a certainement un peu diminué pour se recentrer vers l'EBITDA. On a la chance d'être un animal qui génère un EBITDA confortable, mais en tout cas, sur notre stratégie de croissance externe, ça a changé parce qu'aujourd'hui, voilà, on va chercher des actifs qui sont plus rentables qu'avant, quitte à aller chercher des actifs qui font un peu moins de croissance. Et donc, tout ça me fait dire que au cours de l'investissement de nos actionnaires, la stratégie a un peu changé. Pourtant, notre stratégie corporate, elle a pas forcément changé. Hein. On a un plan qui s'appelle Forward 2026, c'est le même et on va au même endroit. Mais la façon dont on va y aller a un petit peu changé, en tout cas d'un point de vue croissance externe. Donc, il faut être vigilant à ça et bien. Il y a beaucoup de points positifs et essentiellement des points positifs à avoir un fonds au capital. Il faut aussi être vigilant sur ce que vous demande le fonds et l'inscrire dans la stratégie corporate parce qu'en tant qu'industriel, on fait avant tout des deals stratégiques. Voilà. Moi, ça marche, hein. J'ai une conviction assez forte en fait, c'est que le business, que ce soit dans la santé, l'énergie et à vrai dire peu importe, c'est les opérations. Ça doit toujours primer. Et l'investissement, la pression financière, doit toujours être au service des opérations, au service d'un projet. Sinon, ce n'est pas forcément la catastrophe, mais c'est détrimental d'une forme d'intérêt collectif. Et pour ça, je pense qu'il y a plusieurs sujets de vigilance en tout début de cycle. Parce que en tout début de cycle, l'horizon temps est effectivement à peu près le même, on va dire, pour le cycle d'exploitation qui préoccupe les opérationnels, et puis le fonds qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans pour les infras devant lui. Et ça, au tout début, ça veut dire, à mon avis, plusieurs choses. Côté opérationnel manager, toujours chercher dans les discussions autour de la gouvernance à pouvoir peser systématiquement dans les moments forts, conserver une forme, si ce n'est de mainmise, en tout cas d'influence sur la gouvernance et les sujets stratégiques ou opérationnels. Et côté fonds, ça c'est un vrai message, et les fonds avec lesquels j'ai eu la chance de travailler avaient à cœur cette préoccupation. Toujours incorporer dans vos équipes des gens qui non seulement ont une acculturation assez forte avec le métier, mais connaissent le métier.
rien n'est plus appréciable lorsque vous avez dans des équipes de fonds des asset managers qui ont eux-mêmes exercé de près ou de loin le même métier que la cible et que vous pouvez échanger avec vous. Alors ça, en début de cycle, on ne s'en rend pas toujours compte. On le voit en toute fin de cycle, où lorsqu'on oublie ce côté business et que les outils ou les conditions, l'écosystème n'a pas été organisé pour pouvoir préserver cette prééminence de l'activité, on bascule sur parfois certains risques de maximisation des synergies court-termistes, de CAPEX mis complètement sous cloche au détriment de l'intérêt du métier et des organisations futures, ou alors on pousse des logiques d'equity story extrêmement agressives qui seront vendues ensuite aux repreneurs et qui, in fine, parce que toutes les choses ont une forme de réalité à un moment ou à un autre, se traduiront par une pression sur les structures qui sera incompatible avec du développement durable. Voilà quelques points de vigilance. Alors, je ne vais pas rajouter tout ça, je suis complètement d'accord. Je pense, si je mets la casquette EDF Invest pour une seconde, parce que du coup, je vois aussi le côté fonds. EDF Invest est un fonds qui n'a rien à voir ou presque avec le business classique d'EDF et qui investit dans des stakes minoritaires dans de différentes asset classes, d'ailleurs pas que l'énergie, dans les aéroports, la logistique, etc. Donc, si je regarde, c'est que nos partenaires industriels, dans ce cas-là, nous demandent, étant un investisseur financier, et je répercute ça avec ma casquette M&A au niveau EDF Group, dans nos partenariats énergie avec les fonds qu'on a mentionnés. Je dirais que il y a trois dimensions probablement. Il y a la dimension la réputation du fonds. Alors c'est peut-être quelque chose de obvious, mais ce n'est pas vraiment, parce que les fonds, il y en a beaucoup qui viennent nous voir, avec lesquels on parle, et il faut faire de la due diligence. Il ne faut pas s'arrêter à la connaissance d'une personne ou deux. Il faut aller voir leur investissement, il faut aller voir leur track record, leur gouvernance, leur LPs si possible, si tu arrives à avoir cette info, et voir comment ils sont d'ailleurs considérés côté ESG. Ça devient de plus en plus important. On peut pas, voilà, on va pas s'amuser à faire quelque chose de financièrement super sympa potentiellement avec un fonds avec lequel après on se rend compte tu peux avoir des problèmes d'image ou de réputation. Notre côté énergie, notre secteur est un secteur assez sensible à tout ça. Dans l'ESG, c'est fondamental, et donc la réputation est forte, enfin est fondamentale. Donc je dirais ça, et c'est ça qui nous demande, étant d'ailleurs investisseurs financiers et EDF Invest, la période, la holding period, donc combien de temps tu peux rester investi. Ça c'est une autre chose importante pour nous. Ça a été dit vite, mais dans l'énergie, tous les investissements qu'on fait, je ne parle pas du nucléaire qui est ultra long, mais même les assets renouvelables, les bornes électriques, des charges électriques, le stockage, les services énergétiques, on a toujours un horizon assez long, au moins 10 ans, 15 idéalement. Donc c'est pas pour tout le monde, et c'est là où le pays peut poser des problèmes des fois. Donc si le pays n'est pas un pays un peu infra ou un peu value-add plutôt qu'opportunistique pur, ça marchera pas avec nous. Et in fine, c'est un peu, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire la vision trop short-termiste. Et donc quand tu négocies avec ces fonds-là, ton shareholder agreement, tu te rends compte que leur seule ou presque envie est in fine de faire du TRI, du yield bien sûr, et du TRI short term pour sortir vite ou pour faire du capital appreciation le plus rapidement possible. Il faut faire un peu attention. Il y a quelques classes d'actifs dans lesquelles tu peux raisonner comme ça, mais la majorité de nos classes d'actifs, tu peux pas raisonner comme ça. Tu dois raisonner long terme. Encore une fois, si on prend le nucléaire, c'est une industrie à 50 ans, mais le renouvelable aussi. Le life cycle, c'est 25 ans.
30 ans, voire. Donc, il faut raisonner long terme, c'est industriel. Déjà, le projet est un projet industriel. Vous apportez une vision financière, plus financière, mais vous pouvez pas non plus porter une vision complètement distorte par rapport à notre vision stratégique industrielle. Et je me tourne vers vous. En termes d'évolution récente dans ce binôme, à quoi vous assistez on a parlé notamment des fonds de dette, de l'equitisation. Qu'est-ce qui arrive en ce moment, quoi. Voilà. Alors, juste un mot en fait sur les conflits qu'il peut y avoir entre un corporate et un fonds de private equity. Chez BNB Hotel, on est en LBO depuis 20 ans. On a eu Duke Street, Eurazeo, Carlyle, on a eu PAI et Goldman. Et donc on a un animal particulier parce qu'on est en LBO sur le long terme. Et on double notre EBITDA tous les 4 ans ou tous les 5 ans depuis 20 ans. Donc la conclusion, en fait, c'est qu'il faut faire son choix de private equity avec soin. Et PAI, quand on a été les voir, il y avait beaucoup de rénovations à faire dans le réseau. Juste après le closing, et ils ont dit banco. Goldman Sachs nous a soutenus pendant le Covid. On a doublé encore notre EBITDA depuis 2019. Donc le choix des personnes est quand même le plus intéressant, le plus important. Et quand on dit quelle est la ressource qui manque le plus pour développer les sociétés, c'est les bonnes personnes au bon endroit. Donc je referme la parenthèse. Et après, sur la question qui était les évolutions du fonds de private equity, bon, au-delà de parler des variations d'année en année qui sont assez bien connues et documentées sur Internet, moi ce que je vois quand même, la big picture à long terme, c'est que le modèle de private equity qui a existé depuis 15 ans ou 20 ans sera probablement pas le même dans 15 ans ou 20 ans. Il y a une accélération des tendances pour avoir des fonds un peu plus différenciés, des approches moins académiques. On peut pas avoir des dizaines de milliers de personnes qui ont fait les mêmes écoles avec de plus en plus d'argent et les mêmes retours. C'est impossible. Donc il va y avoir des fonds forcément qui vont disparaître. Donc c'est un écosystème qui va vers un cycle schumpeterien de destruction et de création. Je pense qu'il y va y avoir un peu plus de tiering aussi en termes de TRI, parce qu'aujourd'hui, grosso modo, on a les fonds de private equity, on peut avoir la mezzanine et puis on a les fonds un peu asset manager infra, mais je pense qu'il y aura plus de tiering. Peut-être que le pricing va changer. Le 220 date de 20 ans. Est-ce que ça va changer aussi un jour? Il y a d'autres changements qui peuvent être aussi sur pour copier les évolutions qui sont les fonds de continuation. Peut-être qu'il y aura aussi des fonds qui vont regarder avec des optiques long terme. Le fonds de continuation étant très bien parce que ça peut permettre en fait de garder un investissement, par exemple comme BNB, peut-être pendant 10 ans au lieu de le garder pendant 5 ans. Et à l'inverse, ça peut avoir un effet pervers parce qu'on peut prendre des canards boiteux et les revendre à d'autres LPs. Et néanmoins, ça donne quand même de la liquidité, donc c'est toujours une solution. Les fonds de dette, il y a évidemment une montée ponctuelle des fonds de dette puisque le spread, les taux ont monté. Et donc le spread entre le bancaire et les fonds de dette aujourd'hui font que les fonds de dette sont une solution intéressante et comme elle est plus structurée, elle peut coller un petit peu mieux au profil de dette, notamment pour les produits très structurés, donc ça peut être important. Mais la big picture, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui chasse de moins en moins de deals et en ayant les mêmes personnes et les mêmes approches, ça va pas être possible. En conclusion, je voulais partager la définition de la folie d'Einstein qui dit en fait la folie, c'est faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Donc si le private equity fait les mêmes recettes tout le temps, ça va être un problème, je pense. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ok. Il y a 5 minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un en a? Personne, c'est pas grave, moi j'en ai encore une autre. Ah, si, elle dit. Ça dépend. On met des fois du projet finance, mais EDF a encore la chance de pouvoir s'endetter avec une signature EDF en haut, donc au niveau EDF, pas dans les projets, qui est ultra compétitive. Et donc, on fait l'analyse souvent
avec le partenaire financier d'ailleurs. Hein. Si c'est nous qu'on consolide, normalement c'est EDF qui consolide encore à ce moment-là, au moment de la construction. On regarde énormément la dette et son coût. Et donc, je dirais, là, 70% des cas, on s'endette en haut. Et donc, on utilise de la dette groupe. Et 30% on fait du projet finance. Ça dépend de la géographie aussi. Il y a des géographies un peu plus lointaines, un peu plus compliquées ou exotiques, où on fait plus, voilà. Donc, on fait ce type de raisonnement aussi, mais c'est très important le coût qu'on va, enfin, c'est le drive, c'est le coût de la dette, hein, bien sûr. On n'a pas eu l'occasion d'aborder l'aspect compétiteur des fonds. Est-ce que vous pouvez brièvement revenir dessus? Bien sûr. Bah, c'est juste la fin, enfin un peu tout ce que j'ai dit, qu'on a dit, dans l'industrie d'énergie, pas mal de ces fonds, ces asset managers les plus sophistiqués, qui ont investi plus dans le secteur. Donc en prenant des gens d'ailleurs de chez nous, hein, des fois c'est des experts, des ingénieurs, des financiers, donc ils nous piquent les gens. Mais tant mieux à la fin, ça rend l'industrie plus sympa et plus dynamique. Et donc ils commencent à constituer des vraies expertises. Surtout renouvelables, dans des secteurs, enfin dans des asset classes pas trop compliqués non plus, et ils deviennent compétiteurs. Donc à ce moment-là, tu peux te permettre, si tu es un gros asset manager avec un gros track record et tu as fait déjà des opérations de partenariat avec les utilities, les développeurs, etc., pourquoi pas être front-runner à 100%, racheter un développeur toi-même, tout seul, au lieu de l'acheter, de le faire racheter par une société comme EDF ou nos compétiteurs qui ont souvent plutôt des bilans, encore une fois, finis et une montagne des capex à faire. Donc, ils sont devenus des compétiteurs. Pas tous, hein, mais les plus agressifs, les plus compétents, les plus agressifs. Merci. D'autres questions? Ok. Je me retourne vers vous. Je vous remercie. Merci à tous.